Bonjour. Bienvenue sur la chaîne podcast de la chaire Grands enjeux stratégiques contemporains. Cet épisode est un extrait de la conférence prononcée par M. Camille Grand, Distinguished Policy Fellow, Europa Council on Foreign Relations, ECFR, et ancien secrétaire général adjoint de l'OTAN. La conférence s'intitule « L'OTAN sans les États-Unis ?» Nous vous souhaitons une bonne écoute et pour nous soutenir, n'oubliez pas de vous abonner à nos différentes chaînes. Louis, merci beaucoup. Merci beaucoup de cette invitation. Je suis très heureux de retrouver la chaire. Merci, Louis, d'avoir choisi ce thème des alliances en général qui est évidemment très fortement d'actualité dans la mesure où chacun le voit. Il n'y a pas besoin d'être un expert. Les alliances, et notamment l'alliance transatlantique, va être testée et est déjà testée jour après jour dans le contexte de la réélection de Donald Trump. Je reviendrai dans quelques instants sur pourquoi je crois que Trump 2.0 sera plus compliqué que Trump 1.0 pour les Européens. De manière évidente, chacun connaît sa conception un peu hétérodoxe et transactionnelle des alliances, mais qu'il y a une vraie rupture avec la politique étrangère américaine. Il voyait dans ces alliances les piliers du système international et qui donc reposait faisait de ces alliances un outil de l'influence américaine, évidemment, mais aussi de la relation avec ses alliés, et en particulier ses alliés européens. Donc, dans ce contexte-là, le titre de la conférence que tu as proposé d'ailleurs peut paraître d'une certaine manière dystopique, mais pas tant que ça, puisqu'on est dans une hypothèse où cette réflexion est obligée de la mener pour réfléchir à comment on peut fonctionner avec moins d'Amérique ou voire avec des États-Unis qui retireraient un pied ou les deux de l'OTAN d'une manière ou d'une autre. C'est pas quelque chose, je vais y revenir, qui est aussi aberrant que ça aurait pu le paraître il y a quelques mois encore. Donc, quelques hypothèses pour cette présentation. La première, c'est que l'hypothèse d'une forme de retrait des États-Unis de l'OTAN n'est peut-être pas la plus probable, mais elle n'est plus invraisemblable. Que je disais sur peut-être qu'on n'était pas strictement dans un exercice d'uchronie ou de dystopie. Deuxièmement, elle n'est pas souhaitable. C'est un préalable de ma part. Certains d'entre vous seront peut-être pas forcément d'accord avec ça, mais je ne crois pas qu'il faille souhaiter ce départ pour développer le rôle de l'Europe. Et ça, c'est lié au contexte stratégique. Et troisièmement, il est cependant absolument nécessaire d'examiner cette hypothèse à minima pour se préparer à une forte réduction de l'engagement américain en Europe, qui me semble être une direction très vraisemblable de cette nouvelle administration, voire pour réfléchir à comment est-ce que l'Europe pourrait assurer seule sa sécurité et qu'est-ce que voudrait dire une organisation du traité de l'Atlantique Nord sans les États-Unis, ce qui, au départ, paraît contraire, je dirais, à l'ADN même de l'OTAN. Alors, dans quelles conditions, et je crois que là, je commence par l'actualité de manière délibérée pour ensuite revenir sur des choses beaucoup plus pratiques. Donc, premièrement, dans quelles conditions un retrait américain pourrait ou non se concrétiser? Je crois qu'il faut reconnaître d'emblée, et il doit nourrir nos réflexions en général sur l'Europe de la défense, sur l'avenir de l'OTAN, dans un contexte compliqué pour les alliances américaines et pour l'OTAN en particulier. On sait que, premièrement, Donald Trump est réservé sur ces alliances, qu'il en a une vision, comme je disais, hétérodoxe et transactionnelle, qui est d'ailleurs dont il ne s'est pas caché depuis une vingtaine d'années. Il y en trouve des traces de discours ou d'interviews à l'époque où il était une personnalité plus télévisuelle que politique, où il exprimait l'idée que l'OTAN était un mauvais deal pour les États-Unis. Et au fond, il est d'une grande constance là-dessus. Pendant la campagne de 2016, il avait expliqué que l'OTAN était obsolète.
et que, avant de déclarer une fois président que l'OTAN n'était plus obsolète, mais ça avait évidemment suscité certaines interrogations chez les Alliés pendant cette période. Deuxième point qui me semble extrêmement important à avoir en tête quand on regarde la situation présente, c'est qu'il est entouré, cette fois-ci, et c'est une grosse différence avec 2017, de loyalistes, c'est-à-dire de républicains, c'était le cas précédemment, mais de républicains qui partagent ces idées ou sont d'une très grande loyauté avec le président sans avoir nécessairement des idées très arrêtées. Et donc, au fond, les collègues de CFR qui ont fait une étude sur les différentes tribus républicaines qui peuplent la galaxie du Parti républicain, ils en ont identifié 3. Les suprémacistes traditionnels qui croient au leadership américain dans le monde, aux alliances américaines, etc., ils sont assez peu représentés dans cette administration. On peut dire que Rubio, le secrétaire d'État, en est issu, mais a donné beaucoup de gages de ces dernières années comme sénateur républicain. C'est également le cas sans doute du National Security Advisor, du NSA, Michael Waltz, qui fait partie de cette tradition, mais qui a aussi, par ses écrits, et ces gens ont écrit pas mal pendant la campagne, ont très clairement donné des signes du fait qu'ils se ralliaient à une sorte de vision beaucoup plus trumpienne du monde. Ça, c'est la tribu la plus facile, parce que c'est celle qui, au fond, partage la vision européenne des alliances et de l'importance des alliances américaines, y compris pour les États-Unis, même s'ils y injectent une forte dose de transactionnalisme. Mais il y a les 2 autres tribus républicaines qui, elles, sont beaucoup plus compliquées à manier. D'une part, ce que mes collègues appelaient les prioritiseurs, c'est-à-dire ceux qui mettent la priorité sur la Chine. Et donc l'Europe est une distraction. L'Europe dans son ensemble est une distraction. Le conflit ukrainien est une distraction. La présence de troupes américaines en Europe est une distraction. L'engagement de moyens américains est une distraction. Il convient que les Européens prennent en charge leur sécurité et le fassent d'une manière absolument claire et nette. Ces gens, de nouveau, ont écrit ça de manière assez claire. C'est quelqu'un comme Elbridge Colby, par exemple, qui est le numéro 3 du Pentagone, le Undersecretary for Policy, est l'auteur de toute une série d'ouvrages, d'articles, expliquant à quel point la priorité à la Chine est essentielle. Cette priorité à la menace chinoise est une priorité qui se retrouve beaucoup dans qui d'ailleurs est assez bipartisane. Le Pentagone sous Biden disait que la Chine était, je cite, le pacing challenge, le défi structurant des armées américaines. Donc on est dans un contexte où tout apparaît comme une sorte de distraction ou de perte de ressources au détriment de cette priorité accordée à l'Indo-Pacifique. Et puis, 3e groupe, qui est en fait le groupe dans lequel Trump se retrouve le plus, un groupe dit, que mes collègues appellent de la retenue, des restrainers, ou on pourrait dire des isolationnistes, qui, au fond, ont tiré comme leçon des guerres américaines du début du XXIe siècle qu'il fallait que les États-Unis se retirent des affaires du monde et qui s'inscrivent dans une tradition isolationniste ancienne, selon laquelle les alliances, en particulier si c'est des alliances trop contraignantes, ne sont pas dans l'intérêt des États-Unis, que c'est une une distraction en termes de ressources et de moyens que de s'engager, et que d'ailleurs les États-Unis n'ont pas vraiment les moyens de maintenir un niveau d'engagement tel qu'il a été pendant la guerre froide et dans l'après-guerre froide. Donc on a vraiment autour de Donald Trump des équipes qui sont assez clairement dans cette direction. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette 3e famille, qui est sans doute la plus réservée sur les alliances, on va trouver le secrétaire à la Défense, la directrice pour le renseignement, Tulsi Gabbard, donc Peter Hexas et Tulsi Gabbard, qui font partie de ce groupe assez important dans la politique américaine, en particulier chez les républicains, des vétérans des guerres d'Irak et d'Afghanistan,
qui ont au fond un regard assez hostile à ces alliances et à ces engagements américains qu'ils jugent excessifs. Donc on est vraiment voilà le paysage dans lequel on évolue, et avec un Trump qui est finalement a vraiment la main sur la politique étrangère, alors que dans le cycle précédent, le cycle 2017-2021, il était entouré, disons-le tout net, de gens qui ne partageaient pas sa vision des choses et qui allaient de manière assez directe, non pas contre ses orientations, mais qui essayaient de le convaincre, de modérer ses orientations. C'était le cas d'un Jim Mattis, c'était le cas d'un Rex Tillerson, c'était le cas d'un McMaster, pour prendre les premières figures de tout ça, mais d'une certaine manière aussi d'un John Bolton, qui est certes un républicain très faucon dans la tradition américaine, mais qui n'avait pas sur les alliances une vision hostile sur tout ça. Donc on a vraiment un changement de l'environnement. Deuxième élément, on est dans un schéma de ressources contraintes. Les États-Unis, alors on va dire, vous allez me dire, 7 à 800 milliards de dollars par an, où est le problème de la contrainte? La réalité, c'est que le Pentagone perçoit qu'il y a énormément de demandes sur le budget de la défense américaine dans les années qui viennent, qu'il y a pour la première fois depuis la fin de la guerre froide un compétiteur pair, comme ils disent, c'est-à-dire la Chine, avec lequel la rivalité est à la fois technologique, de volume de force, etc., et que les États-Unis n'ont plus forcément les moyens de maintenir simultanément leur supériorité technologique, leur volume de force sur 3 ou 4 théâtres simultanément, et leur arsenal nucléaire qui exige une modernisation très coûteuse, et ainsi de suite. Et donc, dans ces conditions, il faut faire des choix. Et après tout, l'Europe paraît comme un choix souhaitable ou dans ces conditions, en disant les Européens, qui dépensent pas mal d'argent, qui sont des pays développés, pourraient prendre en charge leur propre sécurité davantage. Donc tout ça est assez logique. Hein. Je veux dire, je ne suis pas en train de décrire des fous furieux qui font ça. Il y a une cohérence derrière cette position qui est même si elle est très atypique. Et tout ça se traduit par les débats budgétaires. Le Congrès, contrairement à la tradition était très présente jusqu'au premier mandat de Trump, est devenu de plus en plus réservé sur ses engagements. On l'a vu avec les 7 mois de débat pour voter un paquet d'aide à l'Ukraine en 2024, avec les conséquences très directes sur le front qu'on a connu. Donc, on voit une hésitation au Congrès. Alors, on va voir comment ça va se traduire de manière très directe. Et on sait que le Congrès continue à payer pour des bases en Europe, si on peut les rapatrier, etc. C'est des choses qui sont tout à fait importantes. Et puis, s'ajoute à ça, évidemment, le facteur personnel de Trump, dont on a vu les premiers mouvements et instincts, notamment dans le fait de pas forcément bien traiter les alliés, avec le débat sur le Groenland, où tout d'un coup, les Danois, meilleurs alliés s'il en est des États-Unis en Europe, qui ont été se battre en Irak, en Afghanistan, avec des taux de perte supérieurs à ceux de l'armée américaine par rapport au volume de force engagé, avec des arrangements de renseignement très étroits, en achetant énormément de matériel américain, en étant remontés très rapidement à 2%, et qui estimaient qu'ils avaient cet atout formidable en plus, qui était le Groenland. Tout ça se retourne contre eux. Et tout d'un coup, on voit les Danois, en quelque sorte, bousculés par un Trump qui dit, non seulement qui dit sur le ton, on va dire initialement de la boutade, je suis prêt à acheter le Groenland, comme il l'avait fait pendant son premier mandat, mais qui continue. C'est-à-dire que quand on lui dit, ben non, il dit, si, absolument. Et quand il parle à la première ministre danoise, confirme absolument son intention d'aller de l'avant dans cette direction, quelle que soit par ailleurs la souplesse du Groenland pour accorder plus de bases, plus de contrats, d'accès aux minerais, etc., etc. Donc, on est vraiment dans quelque chose qui est préoccupant de ce point de vue-là.
même chose avec le Canada. Hier, il a confirmé que le Canada serait beaucoup mieux s'il était le 51e État américain. C'est une petite parenthèse parce que c'est amusant. Si le Canada était le 51e État américain dans le cadre de la Constitution américaine actuelle, les républicains n'auraient plus jamais le pouvoir pour une génération. Donc c'est une hypothèse politiquement intéressante, mais dont les Canadiens ne veulent pas, puisque le vote canadien est très clairement plus à gauche ou au centre que n'est le vote américain. Donc on a cet élément Trump qui va être compliqué à gérer. Et j'ajoute enfin un dernier élément qui, pour moi, est peut-être le plus important vu des Européens, et que la situation stratégique a changé. Entre 2016 et 2021, il n'y avait pas la guerre en Europe. Les orientations de Trump faisaient qu'on pouvait espacer les sommets de l'OTAN, qu'on pouvait essayer d'en parler le moins possible et de vivre heureux et caché en allant de réunion ministérielle en réunion ministérielle. Par exemple, l'OTAN a fêté son 70e anniversaire à Washington, pas sous la forme d'un sommet, pas en présence du président des États-Unis, mais sous la forme d'un discours au Congrès qui était très rassembleur. J'étais là, c'était intéressant. Voilà. Donc, il y avait toutes sortes de modus operandi pour, j'allais dire contourner Trump. Il était au courant, mais pour ne pas mettre devant, ne pas agiter les choses, d'autant plus que tout le monde se souvenait que le sommet de 2018, qui était le seul vrai sommet auquel il est participé, en réalité, avait été un peu compliqué. Alors, par exemple, en 2019, on ne fait pas de sommet pour l'anniversaire, et on fait, à la fin de l'année, ce qu'on appelle une réunion de leaders, ce qui était une version ramassée, à Londres, dans un golf. On passe beaucoup de temps avec la reine d'Angleterre, et le moins de temps possible à débattre de sujets. C'est le talent des diplomates de trouver des solutions pour... de temps en temps, ne pas parler des choses. Mais bon, nous, on avait eu à ce moment-là le moment de la mort cérébrale, donc on avait un autre président qui avait relancé le débat. Donc, tout ça pour dire qu'on est aujourd'hui dans quelque chose de beaucoup plus compliqué. Avec la guerre en Ukraine, les réunions ministérielles se sont rapprochées, il y en a plus, très régulières. Les sommets sont passés sur un rythme annuel. Ça va être compliqué d'expliquer qu'on n'en a plus besoin. Et il y a un besoin de coordination transatlantique plus élevé quand on a la plus grosse guerre en Europe depuis 1945 que pas. Donc tout ça, pour dire que tout ça est compliqué dans le contexte actuel. Alors, ensuite, quelle forme tout ça pourrait prendre ? Alors je vais peut-être tordre le cou tout de suite à l'idée d'un retrait formel, d'une annonce. Je retire, je donne mes 6 mois de préavis pour me retirer du traité de l'Atlantique Nord. Je pense que c'est improbable, même dans le contexte que je viens de citer, et que c'est pas la forme que prendrait une forme de retrait américain, toujours dans cette hypothèse un peu plus que un peu moins que dystopique. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un peu compliqué, que ça ne répond pas justement à la manière de fonctionner de Trump. D'autre part, le Congrès a voté une règle un peu compliquée pour expliquer qu'il devrait être consulté. Donc, bon, on peut estimer que le Congrès serait aux ordres, mais en gros, ce qui a été réintroduit par le Congrès des États-Unis, c'est qu'il faudrait un vote dans les conditions d'une ratification pour sortir de l'OTAN. Ce vote avait été passé par 98 voix au Sénat des États-Unis. Donc, et voilà, aller contre, c'est politiquement, même pour Trump, un peu compliqué. Enfin, le retrait formel supposerait de vraiment démonter l'ensemble de la présence américaine qui, même dans une hypothèse de prise de distance avec l'OTAN, présente des intérêts pour les militaires américains qui peuvent vouloir garder telle ou telle emprise ou tel dispositif. Donc, en réalité, l'hypothèse que je vais essayer de développer ce soir, c'est vraiment l'idée d'un retrait plutôt de facto que de jure, qui soit un retrait qui prenne la forme d'un retrait physique. Trump l'avait souhaité dans son premier mandat, ça n'a pas été exécuté. Donc, moins de forces américaines en Europe, ça c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Faut rappeler que la moyenne de la guerre froide, c'est à peu près 280 000 soldats
américains en Europe. On était tombé avant l'Ukraine quelque part entre 65 et 75 000. On est remonté vers 100 000 et qui ne sont pas tous permanents. Donc, là, c'est des décisions exécutives. Hein. Ça relève du président des États-Unis de dire « je veux retirer tout ça ». Retrait aussi d'officiers américains des postes clés à l'OTAN. Alors ça, c'est intéressant parce qu'un think tank proche des milieux MAGA avait fait un papier que je vous recommande qui s'appelle « Dormant NATO » sur ce que c'est qu'une OTAN endormie. Alors, présenté un peu comme une menace, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait l'OTAN pour obliger les alliés à être à plus de 2%. Et il y avait toute une liste d'étapes. Et il y avait notamment l'idée de ne plus nommer les officiers américains responsables de l'Europe dans leur double casquette OTAN. Donc, SACEUR ne serait pas... Le poste de SACEUR serait de facto vacant, sauf décision de nommer un Européen, puisque le patron des forces américaines en Europe, EUCOM, ne serait pas proposé pour ça. Alors, là aussi, ça paraît un peu extrême, sans doute, mais ça peut être dans le registre du signal politique, quelque chose qui pourrait être utilisé. Et au fond, pour moi, l'hypothèse la plus vraisemblable et la plus préoccupante, d'une certaine manière, ce serait un message politique fragilisant l'article 5, et qui, de facto, dirait que nous sommes dans une situation d'OTAN sans les États-Unis, puisque le président des États-Unis aurait dit que, sous réserve de... Alors, il y a ce qu'il a dit pendant la campagne, par exemple. Je ne défendrai pas un pays qui n'est pas à 2%. Et il se trouve qu'il y a 8 pays en Europe qui ne sont pas à 2%. Alors, c'est un peu difficile de ne pas défendre la Belgique et le Luxembourg tout en défendant les Pays-Bas et la France, mais on peut imaginer que ça vient évidemment compliquer les choses. Ça peut être le fait, dans une crise donnée, de signaler que les États-Unis ne sont pas prêts à jouer leur rôle de garantie en dernier ressort, à déployer des troupes. Et là-dessus, il faut être très clair. L'article 5 du traité de l'Atlantique Nord de 1949 laisse une grande latitude dans l'expression de la solidarité. Ce n'est pas une clause de solidarité militaire automatique. Ça a fait l'objet d'énormes discussions à l'époque parce que le traité de l'Union de l'Europe occidentale signé en 1948, un an plus tôt, était beaucoup plus clair sur ce même article 5 et dans l'expression de la solidarité militaire. Donc, le président des États-Unis a une grande liberté, comme tous les chefs d'État, une grande liberté sur ce qu'il ferait ou ce qu'il ne ferait pas dans une hypothèse de crise. Et donc, c'est pour moi, finalement, cette hypothèse-là qui est la plus préoccupante si j'essaie de dérouler ce scénario d'une OTAN sans les États-Unis. C'est des États-Unis qui, en fait, se retirent plutôt sur la pointe des pieds ou de manière tonitruante par des déclarations, mais pas d'une manière ordonnée, formelle, etc. C'est-à-dire une sorte de délitement de 75 ans d'engagement américain dans cette alliance, sans pour autant la quitter tout à fait formellement. Bien sûr, ce n'est pas l'objet de l'exercice aujourd'hui, il y a quelques cordes de rappel. Les militaires rappelleront à quel point la présence en Europe est utile, que ce serait beaucoup plus coûteux de faire ça. Les historiens signaleraient le pourquoi de cette présence américaine et les erreurs qu'avait été la disparition des États-Unis du continent européen, etc., etc. Mais fondamentalement, et il y a sans doute au Congrès encore une majorité pour défendre la présence dans l'OTAN, mais j'ai envie de dire ça n'est pas complètement entre les mains de ces différents groupes. Donc on est bien dans l'hypothèse qui reste sans doute improbable d'un retrait des États-Unis, mais on est dans l'idée d'une forme de retrait de facto donc je vais essayer de développer maintenant. Alors, ça me mène à mon deuxième point, qui est essayer de comprendre quelle est la place des États-Unis dans l'OTAN. Évidemment, cette place est centrale. C'est depuis 1949. Et d'ailleurs, c'était l'objet même de la négociation du traité de Washington.
C'était le projet des Européens qui était de lier les Américains à la sécurité européenne. Quelqu'un comme Robert Schuman dit, quand il signe le traité, il dit c'est super, ça y est, on a coincé les Européens dans la sécurité européenne. Les grands Européens, à l'époque, cherchaient à faire ça. C'est l'objet de la manœuvre diplomatique menée par Français, Britanniques, Belges, Néerlandais, de faire entrer les Européens. Donc c'est l'essence même du traité de l'OTAN est d'être transatlantique. Donc, première difficulté. Alors, il nous restera le Canada, évidemment, mais on est dans quelque chose qui pose un certain nombre de questions là-dessus, sur tout ça. Deuxième point, ça s'est concrétisé. Je parlais de la présence militaire américaine, mais par une présence militaire qui a été, d'une certaine manière, nulle autre pareil. Moi, j'ai le souvenir, et jusqu'à aujourd'hui, d'une certaine manière, il n'y a pas d'autre continent dans le monde où la présence américaine était dans la durée du même ordre. Évidemment, le Vietnam ou l'Irak ont amené à des déploiements supérieurs à la présence américaine en Europe, mais dans la durée, il n'y a pas d'équivalent là-dessus, d'avoir plus de 100 000 hommes dans toute l'après-guerre froide et près de 300 000 pendant toute la guerre froide. Ça a créé des liens très denses, etc., etc. Ensuite, les Américains tiennent une place éminente dans les structures de commandement de l'OTAN, avec la place du commandeur SACEUR, c'est le commandant suprême allié pour l'Europe, et cette place est américaine depuis la création du poste en 1952. C'est pas immédiat, c'est intéressant d'ailleurs. Et c'est un poste qui a été de tout temps occupé par les Américains, tout comme le poste de commandant des forces aériennes de l'OTAN, Aircom, tout comme le commandement opérationnel de Naples, etc. Donc, dans les grands commandements de l'OTAN, tous les postes, il y a une place très importante des États-Unis qui se traduit aussi par une présence importante dans les états-majors de l'OTAN. Dans les 16 000 personnels militaires qui composent les états-majors de l'OTAN, il y a beaucoup d'Américains à proportion de leur... il y a un système sophistiqué de chaque étoile obligeant de fournir des personnels. Les Américains ayant beaucoup de postes à étoiles, il y a une forte présence dans les structures militaires. Donc tout ça, c'est construit dans le temps, dans la durée, avec tout ça. Et avec aussi un équilibre amusant, qui est que SACEUR est américain et le secrétaire général est européen. Ça a été le deal qui a été respecté depuis les origines de cette alliance. Enfin, les États-Unis, évidemment, sont à la table de l'OTAN, l'allié de référence. Quand on observe ça assis sur un siège derrière, on voit bien que beaucoup d'alliés, et c'est pas aberrant, attendent de voir où sont les États-Unis dans telle ou telle discussion avant de se prononcer. C'est pas forcément le cas de tous les alliés, mais finalement les voix dissonantes sont assez rares. Et il y a finalement c'est une alliance qui a historiquement une place très importante, qui fait une place majeure aux États-Unis. Et il y a une sorte de logique à tout ça. Je vais y revenir dans un instant. Et avec des alliés européens qui acceptent tout ça de manière... ils sont assez à l'aise avec tout ça. La France, je le dis parce qu'on est à Paris, est plutôt une exception d'avoir hésité, d'être sorti du commandement militaire intégré, de critiquer souvent. D'ailleurs, quand on regarde les crises qui ont émaillé l'OTAN, etc., il n'y a pas que la France, mais la France a été souvent le poil à gratter dans cette alliance, même si on a toujours resté membre du traité. Donc mais il n'y a pas 50... Il y a tous les pays ont 2-3 sujets auxquels ils sont sensibles, qui vont être, je ne sais pas, les Balkans pour les pays des Balkans occidentaux, qui vont être très vigilants là-dessus. Un pays comme la Turquie a des idées très arrêtées, souvent, sur les choses, mais il n'y a pas tant de pays que ça qui font ça. Et donc, tous les alliés européens sont assez à l'aise avec ce leadership américain. Donc, on voit bien comment
retirer les États-Unis crée un vide évident dans cette mécanique qui également est une transatlantique par construction. La zone de responsabilité de l'OTAN va des frontières orientales de l'OTAN jusqu'à la côte Pacifique et inclut l'Atlantique Nord. Donc on a vraiment des choses, c'est par traité, hein, c'est dans les textes de l'OTAN. Donc il y a beaucoup de choses qui seraient fort compliquées à traiter dans tout ça, même si évidemment c'est une alliance qui fonctionne selon la règle du consensus et qui à ce titre il y a des alliés qui pèsent plus que d'autres, mais il n'y a pas de règle, si un allié s'oppose à quelque chose, c'est arrivé 1 ou 2 fois dans le cas français, c'est arrivé, et c'est arrivé toutes les semaines dans le détail de la vie de l'Alliance, on doit chercher un compromis. Alors, militairement, les États-Unis ont évidemment un poids inégalé dans cette alliance. C'est 70% des dépenses militaires, ça doit être 70 à 80% des capacités. Alors, ça dépend comment on compte. Si on compte le volume de force, les Européens ont à peu près le même nombre, même un peu plus de gens en uniforme que les Américains. Mais on est dans un dispositif qui est fondamentalement où le poids relatif des États-Unis est énorme. C'est d'ailleurs un argument qui est utilisé souvent par les défenseurs dans l'OTAN de ceux qui ne veulent pas voir l'Union européenne tenir une place trop grande. Mon ancien patron, Jens Stoltenberg, disait souvent 80% des dépenses militaires des forces armées de l'OTAN viennent pas de pays de l'Union européenne. Ce qui est techniquement vrai, mais on pourrait, ça m'est arrivé de lui faire remarquer que on pourrait aussi dire ça, 80% des forces militaires de l'OTAN viennent de pays anglophones, 80% des forces militaires de l'OTAN viennent de pays protestants. Donc, du moment qu'on met les États-Unis, comme disait Golda Meir, les Chinois et nous, ça fait 1 milliard. Donc, le fond du truc, c'est que on est dans on est dans un truc où les États-Unis pèsent évidemment beaucoup et pèsent un peu plus que leur poids démographique ou de PIB, beaucoup plus, mais un peu plus. Et je vais y revenir, ça pose des problèmes, notamment dans le domaine des capacités les plus sensibles, où les Américains apportent plus que leur part naturelle, on va dire, qui serait autour de 50 ou 60%. Car ils ont effectivement, c'est souvent les Américains qui apportent les capacités stratégiques, ce qu'on appelle les enablers, c'est-à-dire ces moyens indispensables à la conduite des opérations militaires, qui sont rares en Europe et abondants aux États-Unis. On va parler d'avions de ravitaillement en vol, de capacités de renseignement, de surveillance, de reconnaissance, donc les drones, par exemple, les moyens spatiaux, évidemment, les moyens de transport stratégique, maritime ou aérien, où les Américains apportent à l'OTAN très souvent, peut-être pas l'ensemble, mais une part encore plus importante des moyens dans tout ça. Et enfin, dernier élément du rôle unique des États-Unis, c'est évidemment les Américains qui apportent la dissuasion élargie, c'est-à-dire les moyens nucléaires sans commune mesure avec ceux des 2 autres alliés nucléaires, même si depuis 1974, l'OTAN reconnaît, je cite, le rôle dissuasif propre des forces nucléaires indépendantes de la France et du Royaume-Uni, il est clair que la dissuasion élargie s'exerce pour l'essentiel à travers la présence d'armes nucléaires américaines sur le continent européen et les arrangements nucléaires, de partage nucléaire mis en place depuis les années 60 qui président à cette dissuasion élargie et au partage nucléaire au sein de l'OTAN. Les Britanniques y participent, notamment dans la planification, mais évidemment ne disposent pas de moyens comparables. Et donc il y a toute cette question, au fond, du rôle central des États-Unis dans la manœuvre de dissuasion nucléaire qui reprend toute sa centralité. Alors, tout ça amène à se dire, jusqu'ici, est-ce qu'il est en train de nous expliquer que l'OTAN sans les États-Unis est impensable ou impossible?
puisque beaucoup trop difficile à imaginer là-dessus. Et je vais pourtant me livrer à cet exercice maintenant que j'ai posé le pourquoi dans tout ça. D'abord, j'ai dit pourquoi je croyais que c'était pas impossible et qu'on était obligé d'y réfléchir. Et deuxièmement, maintenant, je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Parce que au fond, on pourrait dire, l'OTAN sans les États-Unis, ça s'appelle l'Union européenne. Donc, faisons la défense européenne là-dessus. Alors là, je vais m'inscrire un peu en faux face à cette affirmation générale, qui est pour dire que c'est seulement en partie vrai. D'abord, il y a, en dehors des États-Unis, 8 pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne et qui ne sont pas les plus négligeables dans le temps, en volume, etc. Donc, c'est le Royaume-Uni, évidemment, mais aussi la Turquie, qui pèse lourdement en matière militaire, la Norvège, ou l'Islande, qui ont une géographie intéressante, si on veut s'occuper de l'Atlantique, le Canada. Donc, c'est pas complètement anecdotique. Les non-américains, non-UE sont un groupe cohérent. Donc, première réserve là-dessus. Deuxième réserve, le caractère alors très difficilement remplaçable des structures militaires de l'OTAN, du SHAPE, ce Supreme Headquarters for Allied Posture in Europe, quoi, je ne sais pas ce que c'est le P. Europe, donc le SHAPE, donc, qui est à Mons, en Belgique, où il y a des milliers d'officiers et de sous-officiers qui font la planification de la défense du continent européen. Certes, une bonne partie d'entre eux sont américains, mais pas seulement. Et il y a là un savoir-faire, une espèce de mémoire musculaire qu'il serait compliqué de remplacer, en tout cas du jour au lendemain, si on devait s'orienter sur une hypothèse de confier notamment la défense collective et la défense territoriale à l'Union européenne, qui n'a pas de structure d'état-major comparable aujourd'hui. Il y a enfin, dans le temps, toute une série d'outils allant de la standardisation aux outils de commandement et de contrôle, aux outils de coopération, qui sont certes remplaçables, mais qui existent. Par exemple, moi, j'avais le privilège de présider la conférence des directeurs nationaux de l'armement, qui était un lieu de coopération. Ça paraît un peu effrayant comme ça, dit bureaucratiquement, mais c'est presque 250 comités et sous-comités d'experts qui vont travailler pour être sûr que le fuel peut être mis dans tous les tanks de l'Alliance, que les obus sont interchangeables, alors parfois avec du succès, parfois avec moins de succès, mais toute cette masse d'outils techniques est difficilement remplaçable et n'existe pas ailleurs. Donc, on est vraiment dans un contexte où il y a à l'OTAN énormément d'outils difficilement remplaçables dans les structures militaires ou les structures civiles qui, en réalité, fonctionneraient sans les États-Unis. Alors, il faudrait s'adapter profondément si les États-Unis faisaient le choix d'être ou plus du tout présents ou beaucoup moins présents dans ces structures. Mais il y aurait, on serait devant une sorte de truc assez étrange en réalité, qui est une OTAN très européanisée. Mais c'est des choses qu'on a vues arriver. Hein. Après tout, l'un des deux commandements suprêmes alliés a été confié à un officier général français. Et aujourd'hui, l'amiral Vendier dirige le commandement allié pour la transformation. Certes, moins important en volume que Sakio, mais il y a eu des transitions de ce type. Il y a d'autres postes, le commandement de Brunssum, qui est des forces terrestres, et sont confiés à des officiers européens. Donc, Marcom, le commandement des opérations maritimes, est confié à un officier britannique. Donc, c'est pas aberrant d'imaginer une OTAN plus européenne de ce point de vue-là. Alors, donc ça, c'est un peu la réserve sur les structures et qui oblige à faire l'exercice intellectuel de se dire à quoi pourrait ressembler une OTAN
pilotée par des Européens. Et au fond, un certain nombre de gens dans les Américains, les républicains que j'ai cités, ne font pas mystère que c'est un modèle qui leur irait assez bien. Donc, je ne suis pas simplement dans une sorte de fantasme français de enfin nous allons faire le triumvirat qui va piloter l'OTAN ou etc. C'est pas le sujet. Il y a des gens, y compris à Washington, qui ne voient pas ça nécessairement d'un œil défavorable. Alors maintenant, comment est-ce que ça... De quoi aurait-on besoin? Parce que c'est un peu... il ne s'agit pas simplement de dire c'est vaguement possible, la bureaucratie pourrait s'adapter. C'est comment est-ce qu'on fait pour faire une OTAN avec moins d'Amérique et sur quoi est-ce que ça pourrait coincer vraiment? Alors, bon, j'ai écrit un long papier là-dessus que je vais vous épargner, mais qui arrivait à plusieurs conclusions. La première, c'est que défendre l'Europe avec moins d'Amérique, ça suppose quand même plus d'Union européenne. C'est pas simplement... et là, ce qui se passe avec l'Union européenne est intéressant. Et tu parlais de Kubilius et des projets de la Commission pour intervenir dans ce domaine. De plus généralement, du réveil de l'Union européenne dans le contexte de la crise ukrainienne, où il s'est passé toute une série de choses que moi, j'aurais pas forcément imaginé sans une crise majeure. L'idée que l'Union européenne entraîne des soldats ukrainiens pour se battre contre des Russes ou mobilise des ressources propres pour acheter des armes et des équipements pour ces mêmes Ukrainiens ne me semble pas être une des anecdotiques dans la transformation de l'Union européenne. Donc on a mécaniquement dans cette hypothèse le poids de l'Union européenne dans la discussion stratégique qui prend de l'ampleur puisque elle devient, et je pense que ça va être le cas de toute façon, et qu'il va y avoir un approfondissement du débat entre l'Union européenne et OTAN dans les mois qui viennent, mais là, elle devient en quelque sorte indispensable pour traiter un certain nombre de sujets, pour mobiliser moyens et ressources permettant de faire ça. Et ce que je trouve intéressant dans le moment présent, c'est qu'on a un alignement des institutions qui n'est pas inintéressant, où on a des gens qui, d'une part, la création du poste de commissaire européen à la défense et à l'espace, mais aussi d'avoir comme haute représentante pour la PESC une ancienne première ministre estonienne qui est très sensible à ces sujets de défense, d'avoir comme présidente de la Commission une ancienne ministre de la Défense qui affirme depuis qu'elle est aux affaires qu'elle veut une commission plus géopolitique. Comment est-ce que ça va se traduire concrètement? Et donc finalement un alignement politique qui est peut-être plus favorable, et le président du Conseil européen, Costa, qui cherche clairement à trouver les bons moyens de le terrain d'entente entre États membres et Commission là-dessus. Et tous ces gens qui regardent aussi, qui ont aussi une relation avec l'OTAN assez simple, donc qui ne voient pas nécessairement d'un mauvais œil le fait de travailler plus étroitement sur un certain nombre de sujets là-dessus. Alors ensuite, évidemment, ça suppose que les Européens dépensent davantage. Alors au risque d'apparaître comme le tenant de dépenses militaires, etc., je crois que c'est nécessaire. J'ai envie de dire quoi qu'il arrive. C'est une sorte d'étape, on est dans un moment où les dividendes de la paix sont derrière nous et où il appartient aux Européens de faire plus. Pas pour faire plaisir à Trump, ce serait trop simple, et ce serait discrétionnaire d'une certaine manière, mais parce que le monde, l'environnement stratégique s'est profondément transformé et qu'on n'est pas ni en 2002, ni en 2012, ni en 92. Et que donc on est dans quelque chose qui oblige les Européens à penser davantage stratégiquement et donc à investir dans les capacités. Ça suppose de regagner un peu de masse. Et là, il y a un défi particulier pour les gros Européens, français, britanniques, allemands, qui est de dire comment est-ce qu'on va fonctionner, qu'est-ce que ça voudrait dire de devenir la cavalerie. Alors, vous avez tous l'image Lucky Luke, c'est-à-dire si l'OTAN finalement s'est construit sur l'idée que les Américains étaient la cavalerie.
C'est-à-dire que s'il y avait crise, les Américains fourniraient le gros des forces chargées de répondre à la crise. Aujourd'hui, les Européens doivent réfléchir à comment est-ce que c'est eux qui vont les fournir. De préférence avec les Américains, mais éventuellement seuls. Et ça, c'est quelque chose qui pèse sur les gros Européens. Et là, il y a un besoin de réveil et de réflexion sur un peu la masse, qui peut être compensée bien sûr par de la technologie, mais on ne peut pas strictement dire que sans masse, on va y arriver. On ne peut pas être trop virtuel. Et là, on voit bien qu'il y a des défis posés aux Européens. Quand les trois armées françaises, britanniques et allemandes ont ensemble moins de chars que la seule armée polonaise, peut-être qu'on devrait s'interroger. Quand les 4 armées de l'air des pays nordiques ont plus d'avions que l'armée de l'air, la RAF ou la Luftwaffe, là individuellement, pas collectivement quand même, on peut s'interroger sur notre capacité à durer, tout simplement, dans une hypothèse de conflit de haute intensité qui imposerait de faire ça, ou tout simplement à dissuader, au sens générique et pas nucléaire, j'y viendrai dans un instant, une intervention. Donc, on a un défi sur la masse, mais qui ne me semble pas être le défi le plus difficile. Parce que quand on regarde les chiffres, je me suis amusé à faire ça dans mon papier de CFR, si on regarde le nombre de chars, le nombre d'avions, en les comparant avec la Russie, on n'est pas dans des chiffres si embarrassants que ça. Donc, c'est plus une question de réactivité, de disponibilité à un instant T de ces forces au bon endroit, au bon moment, là-dessus. En revanche, les faiblesses capacitaires des Européens sont infiniment plus marquées et beaucoup plus sensibles sur tout ce que j'appelais tout à l'heure ces enablers stratégiques, ces capacités stratégiques. C'est là que nous pêchons et que la dépendance vis-à-vis des États-Unis est la plus forte. Si vous faites le compte du nombre de drones de moyenne ou de haute altitude, le compte du nombre d'avions ravitailleurs, le compte du nombre de satellites militaires, les chiffres sont très, très inquiétants sur la capacité des Européens à agir seuls, que ce soit dans le contexte de l'OTAN ou dans tout autre contexte. Donc, c'est là que la dépendance vis-à-vis des États-Unis est la plus forte. Enfin, se pose la question effectivement compliquée du nucléaire et du nucléaire militaire. Je disais tout à l'heure que les États-Unis étaient dans l'OTAN la seule superpuissance nucléaire. Est-ce que pour autant Français et Britanniques sont non pertinents? Je ne le crois pas. On peut, sans rentrer dans un débat très sophistiqué sur une forme de dissuasion minimale, etc., le fait d'avoir la combinaison des deux Européens, c'est grosso modo entre 15 et 20% des forces nucléaires des superpuissances. On n'est pas dans quelque chose qui est non pertinent et ridicule, surtout si c'est coordonné, réfléchi, etc. C'est évidemment le sujet le plus compliqué, parce que c'est le sujet sur lequel la garantie américaine est vraiment, vue des adversaires potentiels, mais aussi vue des alliés, la garantie la plus sensible. Et donc la plus compliquée à remplacer. Et donc, je termine en disant cet exercice un peu intellectuel d'une réflexion à ce à quoi pourrait ressembler l'OTAN sans les États-Unis, de dire que ça n'est pas ni impossible ni ingérable. C'est une réflexion un peu compliquée, évidemment. On voit les dépendances réelles vis-à-vis des États-Unis. On voit le rôle central que jouent les États-Unis dans cette alliance aujourd'hui, mais on n'est pas dans quelque chose qui est de l'ordre de l'aberration. Comme je le disais en préalable, ça n'est pas souhaitable, donc il ne s'agit pas de le proposer comme une solution d'avenir. Et de ce point de vue-là, il y a un risque français qui est la critique des tiers, pas illégitime d'ailleurs, consistant à dire faites attention avec vos prophéties autoréalisatrices, à force de jouer avec cette idée, vous êtes en train de
de créer les conditions de son arrivée. Moi, j'étais frappé, intéressé par le fait que dans les travaux récents que j'ai pu mener sur le pilier européen de l'Alliance ou sur justement ce papier sur défendre l'Europe avec moins d'Amérique, d'entendre des gens me dire attention, faut pas dire ça parce que ils pourraient croire que c'est possible. Je dis ben, le fond du truc, c'est de réfléchir et de toute façon, il me semble, et je conclurai là-dessus, que dans le moment où nous nous trouvons, le fait de faire ce travail de recenser les déficits capacitaires des Européens, de réfléchir à comment s'organiser avec moins d'Amérique ou une Amérique qui serait moins fiable, est un exercice sain et nécessaire qui, au mieux, aide à stabiliser la relation avec Washington et du coup à maintenir une relation transatlantique, sans doute dans des termes nouveaux, mais qui serait plus claire. Et au pire, si l'hypothèse qu'on a étudiée aujourd'hui devait se concrétiser, permettrait aux Européens d'être dans une meilleure posture que s'ils avaient pratiqué la politique de l'autruche en ne regardant pas comment l'Alliance, la défense de l'Europe pourrait s'organiser sans ça. Donc, je vais m'arrêter là en étant parfaitement conscient que beaucoup d'hypothèses auraient pu être développées plus loin, notamment des hypothèses plus européocentriques et autour de l'Union européenne. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement mais je crois c'est pas mal d'avoir une petite heure pour le débat et pouvoir poursuivre cette discussion en étant challengé. Oh non, mais c'est très bien. On va passer.